Salut! Après avoir vu ensemble comment installer simplement une distribution Arch Linux, je te propose de passer à la vitesse supérieure. Dans cette vidéo, je vais te présenter le cahier des charges de notre installation avancée et les notions qui y sont abordées. Petite mise en garde pour commencer. L'installation que je te propose est expérimentale. On pourra certainement l'améliorer par la suite. Je l'ai testée de nombreuses fois et à chaque essai, je fais des améliorations et des stabilisations. Je la considère donc comme fiable. Cependant, il est possible que je propose quelques améliorations à l'avenir. Quelques conseils que je peux te donner avant de commencer. Si tu fais une installation sur ton ordinateur de tous les jours, sauvegarde tes données sur un disque externe. C'est la base, mais il faut le rappeler. Pour maîtriser ton installation, l'idéal est de faire plusieurs essais et à chaque fois d'en apprendre davantage, de prendre des notes et d'affiner ta configuration. Tu verras que l'installation qu'on va voir ensemble est volontairement complexe. Il te faudra trouver les compromis qui correspondent à tes besoins. Pour chacun de tes choix, pose-toi la question, est-ce que le rapport gain-complexité en vaut vraiment la peine ? L'installation de Arch Linux est basée sur sa documentation. Prends le temps de la lire pour t'instruire et peaufiner tes réglages. De cette manière, tu maîtriseras chaque étape. Connaître ton système sur le bout des doigts sera un énorme gain pour le maintenir au top. Et enfin, dernier conseil, prends du plaisir à installer ton nouveau système. Si tu bloques sur une étape, fais une pause, prends un café, réfléchis-y à tête reposée, prends le temps de t'instruire et d'imaginer des solutions. Sans plus attendre, voici le cahier des charges de notre future installation. On veut tout d'abord un système sécurisé. Il sera entièrement chiffré, y compris ses partitions de boot et de swap. Il faudra cependant trouver le bon compromis entre sécurité et performance. On souhaite que notre système soit monté sur plusieurs disques physiques que l'on puisse remplacer à tout moment. On verra qu'on peut même faire cette opération à chaud pour l'ensemble des disques. Et comme on a plusieurs disques SSD, autant optimiser les lectures et écritures, d'une part en les répartissant entre chaque disque, d'autre part en adaptant notre configuration aux caractéristiques des technologies SSD et NVMe. D'un point de vue logiciel, nous voulons plusieurs partitions indépendantes, c'est-à-dire des séparations entre systèmes, données, logs, sauvegardes et ainsi de suite, que l'on peut redimensionner et gérer en fonction des besoins. Il faudra bien entendu étudier la pertinence de chaque partition. Pour les données stratégiques, je te propose une mise en miroir en RAID 1 logiciel. On expérimentera aussi une séparation des données et des configurations, de manière à ce qu'on puisse, par exemple, utiliser plusieurs systèmes avec des configurations différentes, mais avec les mêmes données. La partition de swap dépend de nos besoins qui peuvent évoluer dans le temps. Nous allons faire trois choses. Premièrement, la chiffrer car notre swap n'est pas volatile comme la RAM. Deuxièmement, permettre un redimensionnement facile. Et enfin, ordonner à notre système d'exploiter la RAM en priorité et de solliciter le swap que si c'est vraiment nécessaire. Un snapshot est une sorte de cliché à un instant T de notre système ou de nos données. L'idée est de revenir dessus en cas de problème. On sépare système et données car si par exemple on veut revenir en arrière sur le système, on ne veut pas forcément perdre les données qu'on a exploitées entre-temps. Je reviendrai à la fin de cette vidéo sur l'intérêt d'un partage de cache Pacman. Je te proposerai même une stratégie d'installation. Avant-dernière chose, on va expérimenter la mise en place d'une installation sandbox d'une Arch Linux ou de tout autre système d'exploitation. Destinée à faire des essais, l'idée est qu'on peut la casser sans aucun risque. Et enfin, on veut aussi pouvoir activer la fonction Secure Boot UEFI pour plus de sécurité. Comme tu peux le voir, le programme est un petit peu chargé. Je le répète, tu n'auras certainement pas besoin de tout ça sur ton système. Mais il est intéressant d'aborder chaque sujet pour peser le pour et le contre. Concrètement, voici quelques notions et technologies que l'on va aborder. Pour commencer, on va chiffrer toutes nos partitions avec Lux version 2. Ce n'est pas un scoop, en général, c'est ce qu'on utilise pour les systèmes Linux. LVM va nous permettre d'avoir une couche d'abstraction entre nos disques physiques et nos partitions logiques. Avec cet outil, on pourra par exemple redimensionner nos partitions sans se soucier de leur emplacement physique, avoir une partition répartie sur plusieurs disques, et faire évoluer nos composants physiques sans casser notre système. ButterFS, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, sera notre système de fichiers. Il est tellement multifonction qu'il faudrait une vidéo entière pour t'expliquer tout ce qu'il est capable de faire. Citons la possibilité de créer des sous-volumes logiques, de mettre en place du RAID logiciel, de prendre des snapshots de manière instantanée, de redimensionner à chaud, ou de gagner de la place en n'ayant qu'une seule instance des fichiers en double. Les différents RAID matériels ou logiciels permettent de gérer la redondance ou la répartition de nos données sur plusieurs partitions physiques. Pour nos données importantes, on mettra en place un RAID 1 logiciel. UEFI est le standard que tout ordinateur utilise aujourd'hui pour invoquer le chargement des systèmes. On va se contenter d'utiliser des outils qui permettent de le paramétrer. Et pour finir, la technologie Secure Boot consiste à autoriser exclusivement le démarrage de systèmes signés, un mécanisme important à mettre en place sur tes serveurs. Petit focus sur notre partitionnement. Pour qu'il soit cohérent et qu'il matche avec notre cahier des charges, il a fait l'objet de nombreux ajustements que je vais tenter de t'expliquer. On va utiliser 5 disques SSD, rien que ça.
Évidemment, tu peux en utiliser moins, voire qu'un seul. Mais pour notre expérience, on va voir comment exploiter au mieux cette configuration multidisque. Notamment, comment y gagner en performance et en sécurité en leur donnant des rôles différents. Pour commencer, on va avoir une nécessaire partition EFI qui ne contient que des fichiers EFI pour le chargement. C'est la seule partition en clair, car tout le reste sera chiffré. Nos disques sont tous dotés d'une seule partition physique chiffrée, sauf le premier, je t'explique tout de suite pourquoi. La couche du dessus est constituée des groupes de volume LVM. Nous en avons un pour le système et un autre pour tout le reste. En réalité, j'aurais aimé en avoir un seul pour tout, mais il faut savoir que pour que le groupe de volume puisse être exploité, l'ensemble des partitions doivent être déchiffrées. Comme notre partition /boot contenant le nécessaire pour démarrer notre système est chiffrée, le firmware UEFI doit ordonner le déchiffrage de la partition qui contient le noyau et le chargeur. En l'état de mes connaissances, on peut lui demander de faire ça sur une partition, mais difficilement sur plusieurs. Enfin, je t'expliquerai plus loin à quoi sert ce dernier disque sur lequel je n'installe pas LVM. Un cran au-dessus, nous avons les volumes logiques LVM visibles côté logiciel. Le volume Arch pour le ou les systèmes, HOM pour les données et configurations utilisateurs, var pour les fichiers spéciaux qui sont souvent modifiés, peuvent être volumineux et doivent de ce fait être traités différemment des autres. C'est par exemple le cas des containers Docker ou des bases de données. slog se consacrera au snapshot et au log, et enfin nous avons un volume dédié pour le swap. Dans ma configuration LVM, j'ai décidé de lier chaque volume logique à un ou plusieurs disques physiques afin de répartir au mieux les entrées-sorties. Et comme cette configuration peut être modifiée à chaud, je dispose d'un mécanisme souple pour optimiser l'ensemble de ces volumes. L'avant-dernière couche est constituée de notre système de fichiers ButterFS, à commencer par celui qui hébergera le ou les systèmes, puis le HOM qui sera automatiquement mirroré sur ce fameux disque sans LVM, et enfin, chaque volume logique héberge son propre système de fichiers ButterFS du même nom, sauf le swap. Pour la dernière couche, nous avons vu que le système ButterFS permet la création de sous-volumes. Un sous-volume racine contiendra le système et son /boot. D'après la documentation de Arch, le dossier /boot n'a pas forcément besoin d'être dans une partition dédiée. Il peut faire partie intégrante de notre système chiffré. La partition EFI, en revanche, qui elle n'est pas chiffrée, doit être indépendante pour être conforme aux spécifications EFI ainsi qu'à notre politique de sécurité. Pourquoi pas, nous pouvons disposer en parallèle d'un ou plusieurs autres sous-volumes pour d'autres systèmes. Au moment du démarrage, une fois la partition système déchiffrée avec sa passphrase, et pour éviter d'avoir à taper le mot de passe pour toutes les autres partitions, le déchiffrage sera assuré par une ou plusieurs clés hébergées par le système. Ainsi, tous nos disques seront ouverts en parallèle au début du chargement. Dans le volume HOM, nous expérimenterons une stratégie consistant à avoir deux sous-volumes HOM et data, et ainsi séparer les fichiers de configuration qui sont liés au système principal des données réelles qui, elles, ne le sont pas. L'idée est d'une part de pouvoir, au besoin, réinstaller notre système en remplaçant les configurations mais pas les données, d'autre part de pouvoir accéder aux données avec d'autres systèmes sans altérer les configurations du système principal. Dans le volume var, nous allons y mettre le répertoire /var qui sera configuré en ButterFS Noco pour optimiser la gestion des données variables que nous avons abordées. Et le cache partagé des pactages Pacman viendra aussi se loger sur ce volume. Pour finir, les logs et les snapshots seront hébergés sur le dernier volume, dédié à ces fichiers particuliers qui sollicitent le disque avec de nombreuses petites écritures. Notre partition de swap, elle aussi, est liée au même disque physique. Une politique que nous pourrons faire évoluer comme nous le souhaitons par la suite. Notre système principal aura accès à l'ensemble des données et notre système sandbox à un nombre plus restreint de sous-volumes. Une configuration que nous pouvons étendre ou faire évoluer comme on veut grâce aux possibilités offertes par LVM et ButterFS. Petite remarque sur le partitionnement. J'ai beaucoup hésité à utiliser ButterFS conjointement à LVM, car quasiment tout ce que propose LVM2 est faisable avec ButterFS. Cependant, grâce à cette solution, on dispose d'une part de la souplesse de LVM pour créer et manipuler des volumes logiques, notamment leur taille et leur liaison au disque physique. D'autre part, on dispose d'une partition de swap facile à faire évoluer grâce à LVM. Le swap sur une partition physique aurait été plus difficile à agrandir, et géré par ButterFS, il s'agirait d'une solution avec un fichier dédié. L'avantage global de cette solution est certainement son compromis sécurité-performance ainsi que sa forte évolutivité. Son désavantage est que si vous perdez un disque, les réparations seront difficiles voire impossibles. Quelle que soit la solution, avoir une politique de sauvegarde est très important. Rapidement, concernant le swap, l'idéal est de s'arranger pour que notre système ne l'utilise jamais, car la différence de vitesse entre les disques et la RAM est importante et en constante augmentation. Pour ce faire, nous allons d'une part ordonner à notre système d'utiliser la RAM au maximum avant d'attaquer le swap. D'autre part, utiliser au besoin la technologie ZRAM pour optimiser la quantité de RAM allouée. Un sujet important si vous avez des disques SSD. Pour maintenir de bonnes performances avec vos disques, la gestion du trim est primordiale. Un SSD est constitué de blocs qui contiennent des pages, accessibles aux différentes couches du système.
Le système d'exploitation peut écrire dans les pages, mais ne peut effacer que des blocs. Pour nettoyer un bloc, il faut faire des transferts de pages qui augmentent la fragmentation. On appelle cela une amplification d'écriture. Sans trim, le système d'exploitation se contente de marquer les blocs libres dans l'index du système de fichiers, sans en informer la couche sous-jacente. Au fil du temps, les performances du SSD se dégradent, même si vous tentez de libérer de l'espace. En effet, le disque physique ne peut plus défragmenter et optimiser l'accès aux blocs, car il finit par ne plus savoir lesquels sont marqués comme espace libre. Trim est une commande que le système d'exploitation peut utiliser pour indiquer au SSD quels blocs sont libres dans le système de fichiers. Pour que ça marche, il est impératif que la chaîne de trim soit cohérente. Pour la couche système de fichiers, le trim sera géré par le démon fstrim et non par btrfs pour des raisons de performance. Puis pour LVM, il faudra activer le discard dans la conf, de même que côté Lux pour l'ensemble des montages de disques. Pour finir, un petit point sur la gestion du cache d'épaquetage que j'utilise et que je trouve pratique. Au début, j'ai essayé une mise en cache compliquée avec Squid, mais le cache d'épaquetage Arch est tellement kiss qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut et simplifier considérablement sa gestion. La première utilité du cache est évidemment d'éviter de télécharger 2 fois le même paquet, quand on a plusieurs arches sur le réseau local bien sûr, mais aussi quand on est amené à réinstaller un système. Avec un cache déporté sur l'hôte, tes VM seront plus légères. Et enfin, la rotation du cache peut être gérée par un système dédié, facilitant ainsi la maintenance. Ce système dédié, le voici. Il héberge notre cache dont la rotation est assurée par Packcache. On peut pourquoi pas le synchroniser avec une clé pour aller se balader, mais aussi et surtout accéder au cache via NTP ou une synchronisation. Pour nos VM, une synchronisation adéquate avec un répertoire de cache sur l'hôte et des montages pour chacune d'elles fera l'affaire. Voilà pour cette petite introduction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous sur la suivante pour l'installation proprement dite, et à très bientôt. Ciao!